Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. En début de semaine, on découvre les histoires de Nono en compagnie de Samantha Lunder. Ensuite, on questionne le rôle de l'art et de l'artiste avec Bernard Garot. En milieu de semaine, on monte sur scène pour découvrir le Ghost Festival, un festival qui n'aura pas lieu et qui pourtant soutient les artistes. Ensuite, direction au Roll, au Casino Théâtre de Roll, pour découvrir une pièce qui vous sera proposée et diffusée en ligne. Ça s'appelle Les Absolus et on en parle en plateau. Entrez dans la douceur de l'univers de Samantha Lunder. Derrière son micro, la journaliste et photographe indépendante rend hommage à son grand-père avec Les Histoires de Nono, une série d'histoires dédiées aux enfants qu'elle nous présente aujourd'hui. Samantha, bonjour. Hello. Merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots, comment est-ce qu'a débuté ce projet ? C'était pendant le premier confinement, quand je me suis retrouvée un peu au chômage technique, photographe, on ne peut plus faire de mariage, on ne peut plus travailler. J'avais très envie depuis des années d'écrire des histoires pour les enfants et ça m'est venu comme ça de me dire ok, j'en écris. Pourquoi pas les transmettre par l'audio? C'était vraiment une manière de toucher directement les enfants et de leur proposer une petite parenthèse un peu plus douce peut-être dans leur imaginaire pendant cette période pas très drôle. Ces histoires, c'est aussi un hommage que tu rends à ton grand-père. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette tradition orale ? C'était vraiment, mon grand-papa est décédé il y a 7 ans et puis il me racontait des histoires qu'il inventait, mais toute mon enfance, alors mon papa l'a fait beaucoup aussi après, j'ai toujours baigné là-dedans et toute ma famille avait cette tradition de raconter des histoires. Mon grand-père les écrivait, il les a ensuite mises sur un Word tout bête pour pouvoir me les transmettre et j'étais hyper heureuse de les retrouver en fait il y a quelques années. Et là, j'ai vraiment écrit mes histoires, mais il y en a une, le crocodile, c'est la sienne. C'était un petit peu le petit hommage à mon grand-père en se disant... je la mets aussi celle-là. Toi qui es passé par une carrière de journaliste, tu as aussi ce travail d'écriture derrière toi. Quelle est la différence entre finalement raconter ces histoires de manière écrite ou les raconter oralement? C'est quoi la différence? C'est assez drôle parce que moi je les écris sur un carnet. Et du coup, souvent, on me dit, mais ça, mets-les quand même sur un ordi, genre juste au cas où. Oui, c'est vrai. Je les écris comme ça, sur un petit carnet. Je les retravaille très peu, en fait. J'aime bien cette spontanéité, j'aime bien ce côté presque comme si je le racontais déjà de base, en fait. Après, je les retravaille un tout petit peu. Je les passe maintenant sur l'ordi. Et j'essaie de les lire le moins possible, mais de les raconter vraiment aussi sur mon petit matériel audio. Il faut savoir que j'ai commencé dans mon armoire à habits parce que j'avais rien du tout. J'avais mon vieil enregistreur... de journaliste, comme tu l'as dit. Et puis, j'étais dans mon armoire à habits pour éviter la réverbération. Puis, je racontais mes histoires à mes gros pulls, quoi. C'est plus que des gros pulls, parce qu'aujourd'hui, tu es à plus de 170 000 écoutes, ce qui est assez fou. Ouais, alors je pensais absolument pas, comme je t'ai dit au départ, je lançais ça pour juste offrir une petite parenthèse aux enfants. J'ai pas d'enfants, j'ai un neveu, une nièce, un filleul et je me disais, c'est quelque chose que j'ai envie de leur transmettre aussi par la suite. Moi, ça m'a tellement apporté cet imaginaire en fait que j'ai eu étant petite. Aujourd'hui, je crois que ça drive mon quotidien. Enfin, j'adore imaginer des choses et je me suis dit, pourquoi pas en fait, juste leur transmettre ça. Voilà, 170 000. Tu t'inspires de quoi? Mais je sais pas, de plein de petites choses. J'essaye toujours d'avoir des animaux qui sont vraiment au centre des histoires. C'est le but, parce que mon grand-papa me racontait toujours des histoires avec des animaux, donc j'ai gardé ça. Et puis maintenant, l'inspiration, c'est vraiment à chaque fois des petits thèmes de la vie. J'ai envie qu'il y ait une lecture pour les adultes et une lecture pour les enfants. Et ça vient, c'est pas une morale, j'aime pas le mot morale, mais plus un peu une petite philosophie derrière qui puisse être réfléchie entre les parents et les enfants. C'est vraiment ça. Alors, derrière nous, plusieurs illustrations. On ne te voit plus, mais là, des illustrations qui annoncent peut-être un projet pour l'avenir. C'est tout ce que je te souhaite. Mais est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors j'ai décidé d'engager une illustratrice fribourgeoise qui s'appelle Adèle Daflon. Et puis, on collabore actuellement ensemble. On est en recherche de fonds. On est en train de vraiment avancer de ce côté-là pour créer quelque chose qui sera vraiment centré sur l'audio. De nouveau, on ne va rien écrire. Vous avez compris, il y aura de l'image, il y aura de l'audio, mais... Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que je suis vraiment en train de chercher comment créer tout ça. Vous aurez compris le message. Si on veut t'aider, justement, comment est-ce qu'on fait? Il faut trouver les histoires de Nono, soit sur les différentes plateformes d'écoute. Je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez. Et puis, vous pouvez me contacter. Il y a un Gmail avec juste les histoires de Nono à gmail.com. Je fais ma pub. Mais il le faut. Samantha, encore un mot sur ce travail d'illustration avec l'artiste Adèle dont tu viens de citer. Qu'est-ce qui t'a plu dans son travail? C'est quoi sa patte? Ouais, elle a tout de suite... je l'ai trouvée sur Instagram. Je l'ai trouvée en passant comme ça. C'est venu un peu à moi. Moi, j'aime bien
toutes ces petites choses, rien n'arrive un petit peu par hasard. Ouais. Je l'ai trouvée, j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai dit, OK, elle est suisse romande. Moi, j'adore pouvoir privilégier aussi les artistes et la culture qui est ici. Je me suis dit, OK, j'ai pas hésité, j'ai vu ce qu'elle faisait et ça correspond exactement à ce que je cherchais. Elle m'a fait un dessin, elle m'a dit, mais tu veux rien retravailler dessus? Je dis, non, j'adore. C'est juste, c'est toute ma philosophie derrière. Et là, ce qu'on a fait ensemble, c'est que ce qu'on voit là, c'est une petite affiche en fait qu'on a mise aussi dans un hôpital pour enfants à Lausanne. Et puis comme ça, on a déjà un petit peu publié les illustrations pour que les gens puissent, à l'aide d'un code, scanner et puis accéder aux histoires, toujours gratuitement, mais dans l'hôpital. Et ça, c'est important pour nous de commencer à les montrer un petit peu à droite, à gauche, sur les réseaux, comme ça, pour que les gens s'attachent un petit peu à cet univers-là. On connaissait, je ne sais plus comment on disait, c'était les animaux du bois de Katsu, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, ouais. Mais ce n'était pas de mon époque. À l'avenir, les animaux du bois de chêne, peut-être. Oui, peut-être, pourquoi pas. Justement, est-ce qu'on pourra entendre d'autres histoires avec d'autres personnages? Alors là, on en a 11 qui sont sorties. J'en ai d'autres que j'ai écrites, que je suis en train d'enregistrer. J'en garde certaines pour justement le futur projet, histoire qu'il y ait un petit peu de nouveauté aussi. Mais j'ai envie de continuer à en enregistrer. J'ai envie de continuer à pouvoir en proposer. Comme pour l'instant, c'est totalement bénévole. C'est vrai que je le fais quand je peux, quand j'ai l'inspiration, l'envie. Mais je continue à en publier de temps en temps pour que les enfants puissent en avoir. Et on se réjouit de les écouter, Samantha Lunder. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Pour Bernard Garot, 2020 devait être une année d'apothéose à l'international après 3 années de résidence artistique ponctuelle. En Chine, or, comme pour la plupart des artistes, une série d'événements annulés. On en parle avec vous, Bernard Garot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots, durant cette année 2020, vous deviez enchaîner une série d'expositions d'envergure en Allemagne, en Chine, en Russie. Tout a évidemment été annulé. 2020, comment est-ce que vous la qualifiez ? Alors, au premier degré, c'est un drame parce que c'est des années d'efforts, d'investissement, de travail qui s'amenuisent. Maintenant, on espère toujours qu'il y aura une possibilité de rééditer ça. Maintenant, le futur, il est tellement incertain qu'on n'en sait rien. Et il ne faut pas se lamenter là-dessus, même si la réalité est terrible, c'est qu'il n'y a absolument aucun gain, aucune entrée financière et que des pertes, puisque tout l'investissement, ce n'est pas que du travail, c'est une inertie pour une exposition. C'est 2 ans d'approche où on fait des cadres, des châssis, on travaille, on a des assistants, on loue des ateliers, etc., et des déplacements. Et tout ça tombe à l'eau. Maintenant, s'apitoyer ferait qu'on n'avance plus et je crois qu'il faut croire dans le futur. Ouais, vous avez toujours été un artiste engagé et engageant, avec des mots qui ont toujours existé, un message qui porte. Aujourd'hui, ce message, finalement, c'était comme une prémonition. Vous vivez ce vécu, ce message que vous portez depuis toutes ces années. Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de percevoir l'art ? Comme quoi, l'art est un acte, dit la vérité, c'est un acte sincère. Si on l'est, si on sait percevoir le monde avec sa sensibilité. Je pense que notre société ne sait plus voir, ni écouter, ni ressentir parce qu'on est dans une économie égocentrique, d'enrichissement, de surproduction, sans écouter l'environnement. Et on entend dire qu'aujourd'hui, l'art n'est pas essentiel. Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? C'est choquant. Je pense qu'aujourd'hui, l'art, c'est peut-être le seul moyen, le seul sauveteur de notre monde, comme un exemple d'engagement, de solidarité, de regard véritable que les gens peuvent suivre, peuvent peut-être apprendre. Et en fait, l'art est d'abord un acte de communication et un modèle qui montre la beauté, mais qui est aussi critique face à une société. Et c'est un acte de liberté. C'est-à-dire, si les gens savent lire au travers, savent percevoir le message, savent suivre des artistes, ils vont peut-être avoir plus de sens critique et peut-être s'engager peut-être plus pour cette planète, qui est le prochain défi essentiel, qui ne nous semble pas obligatoire, mais qui va nous tomber dessus si ce n'est pas déjà trop tard. Justement, l'avenir, comment est-ce que vous le voyez ? Alors, il faut toujours être positif, sinon c'est terrible, mais au fond de moi, je disais il y a 3 ans que notre société, la Suisse, qui paraissait au-dessus de tout soupçon, au-dessus de tout danger, s'est trouvée aujourd'hui au même niveau que tous les autres pays à cause du corona. Je ne vais pas citer le corona, je pensais que ça pouvait être un phénomène naturel autre. Et aujourd'hui, on voit cette vérité. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'abri de rien du tout, mais ça nous donne une urgence, peut-être une responsabilité face au monde à avoir, qu'on n'avait pas. Vous dites, l'art, c'est une recherche permanente dans l'instabilité et le chaos. Alors effectivement, c'est ce qui dérange, parce qu'il y a
plusieurs perceptions de l'art. On aime se sentir... l'entertainment, c'est un peu un art qui est très à la mode maintenant. C'est se satisfaire de ce qu'on connaît déjà, ça nous fait plaisir, on a besoin de ça pour se réconforter. Mais il y a cet art de recherche, d'engagement qui vous pousse à réfléchir, qui vous questionne sur les choses. Ça dérange parce qu'on doit se remettre en question. Mais cette remise en question, c'est ce qui fait avancer une société. C'est l'image d'une société qui avance. Pourquoi on va voir des ruines grecques en Turquie? Parce que c'était une société en avance sur son temps, où les artistes participaient autant que les scientifiques à l'élévation d'une société extraordinaire. Mais il y avait aussi malheureusement le militaire, il y avait aussi le politique qui était engagé. C'est une société totale. Et aujourd'hui, elle est un peu dissociée. Et c'est l'économie qui prend le dessus, même si l'art fait partie de l'économie. On devrait être plus à un art à une rencontre des gens, à une solidarité, à une complémentarité, à une recherche de sens par rapport à notre terre d'abord, sauver notre terre. Plusieurs voyages que vous avez faits, il y a des images ici derrière nous, en Chine, en Allemagne, en Russie, des pays qui sont forts, emblématiques. Qu'est-ce que vous vouliez changer? En quoi vous vouliez vous engager dans ces pays-là? Je voulais comprendre d'autres cultures, parce que s'enrichir ou amener quelque chose à mon peuple, à mon pays, c'est aussi de comprendre les autres, c'est d'aller à la rencontre, c'est montrer que je pense qu'en Suisse, on ne se rencontre pas assez. Chacun est dans son coin, chacun vit son confort, et en fait, a beaucoup moins de curiosité à bouger, ce qu'on ne rencontre pas dans ces pays où il y a un totalitarisme, hein, on ne va pas se cacher les mots, mais qui fait que les artistes sont que plus vivants, sont plus résistants. En Suisse, on ne résiste pas. On ne sait plus résister. Et j'ai vécu un artiste qui a perdu son atelier en 3 jours, un artiste très très reconnu. Et il a dit, si je me lamente, j'arrête de travailler, donc je vais changer et je vais continuer à me battre. Et ça, j'ai appris tellement de cette... en Suisse, on aurait déposé une plainte, on aurait fait résistance, on aurait pleuré, on serait mis en dépression, on aurait demandé... Non, il ne se plaignait pas, Et j'ai vu des artistes grandioses, extraordinaires, qui se battaient et qui avaient des choses à dire. Et je pense qu'en Suisse, on croit qu'on n'a rien à dire, mais on a autant à dire qu'autre. On a autant de bons artistes qu'ailleurs. Simplement, il y a un manque de mobilité, d'intérêt, de froissement. On ne va pas aller dans les ateliers se salir. On n'aime pas les artistes qui sont contradictoires ou qui contredisent la société. Chose que vous êtes justement durant cette période, malgré toutes ces annulations, vous avez continué à travailler. En quoi est-ce que vous êtes engagé? Une exposition photo, mais d'autres choses? Écoutez, j'ai un énorme projet maintenant de scénographie pour un concert dans 2 ans. Je ne peux pas encore vous dire plus parce qu'ils n'ont encore pas communiqué. Ça sent pas Léo. Non, pas forcément. D'accord. J'ai probablement un projet de grande exposition au Mexique, donc ça me passionne. On retrouve le lien aux pyramides. Il y a de nouveau le côté sacré, il y a le côté profond d'une culture qui a vraiment une des profondeurs métaphysiques et en croyance d'un dieu ou d'une puissance, et qui a créé une société extraordinaire derrière à des leaders, autant peut-être religieux que politiques. Et c'est ce qui manque peut-être dans notre société actuelle, où c'est l'économie qui est le dieu. Je pense que c'est la terre. C'est ce qui pose d'ailleurs souci à la culture aujourd'hui. L'artiste n'est pas reconnu en tant que tel dans son statut. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour faire bouger les choses? Peut-être refuser aujourd'hui de faire certaines performances parce que vous n'êtes pas assez payé, c'est ça? En fait, c'est peut-être le bon côté de la crise, c'est que ça met en évidence la précarité de l'artiste même avant la crise. C'est-à-dire que l'artiste, il se soumettait à des conditions que aucune personne dans notre société avec un salaire, parce qu'on n'a pas de salaire, aurait accepté d'aller faire quelque chose gratuitement. Mais on pensait que peut-être en le faisant, ça aidait à réfléchir. Mais non, c'était juste un profit. Et aujourd'hui, il faut accepter que l'artiste, c'est un métier, c'est un engagement qui participe à une société. L'image d'une société, c'est le reflet de la santé de ses artistes, c'est la société qui peut montrer plus d'art. Et aujourd'hui, avec ce côté lockdown, on montre une société qui devient de plus en plus pauvre. Et peut-être les gens n'auront plus le réflexe d'aller voir la culture ou plus d'être contredits, parce que c'est très confortable d'avoir ce qu'on aime, et d'être contredit, de se questionner, se remettre en question, ça fait mal. Mais l'art doit dire la vérité. C'est peut-être un changement aussi pour l'art. L'art doit venir d'autant plus exigeant, engagé qu'avant. On va peut-être moins se soucier de l'artiste qui pense à son ego, et il doit penser à montrer l'exemple, à être engagé. On dit aujourd'hui, banalement, je trouve, c'est vrai, j'avoue, que l'art doit se réinventer. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'on doit, en fait, pas se réinventer, mais il doit se remettre en question et peut-être revenir vers les élémentaires, les urgences qu'il a un peu oubliées. C'était d'abord gagner de l'argent, comment s'en sortir, comment être bien vu par la société. Non, l'art, c'est pas ça. L'art, c'est non plus une image, c'est une énergie, c'est une émotion, c'est une énergie qu'on essaye d'apporter aux gens, un modèle de pensée. C'est une pensée. Art is thinking. Et je pense que c'est ça. Au-delà de ça, l'art n'est pas
intéressant, ça accompagne les gens dans leur quotidien, mais l'art, c'est aujourd'hui, doit participer au changement de société, ce questionnement qui est politique. Et je pense que c'est intéressant que les politiques, les scientifiques et les artistes ensemble pourraient faire une paix. Si tous les artistes, tous les politiciens du monde entier, c'est idéaliste, pensaient à notre terre, on aurait une paix mondiale. On aurait la plus grande période de toute notre humanité, de toute l'humanité, parce qu'on penserait En tant qu'artiste, est-ce que vous osez encore espérer cet avenir-là? On est obligé. Si on n'y croit pas, on arrête tout. Et comme je l'ai dit, en Chine, j'ai vu des modèles de courage et d'engagement et des artistes qui étaient brillantissimes et qui vivaient des drames que je pense aucun Suisse n'aurait survécu à ce drame. Et j'en ai pris conscience. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se lamenter sur notre sort. Il faut combattre le fait, il faut essayer de survivre, il faut essayer de trouver des moyens de survivre, donc demander de l'aide, etc. Mais il ne faut pas se lamenter. Et il faut continuer à créer, d'autant plus, subir le coup, hein, on est d'accord, on ne peut pas tout. Et puis un message positif qui nous fait du bien, mais demain, où est-ce qu'on pourra vous trouver? J'imagine que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, les réseaux sociaux ne résolvent pas tout, parce que je pense que ce n'est pas les meilleurs qui sont sur les réseaux sociaux les plus visibles. Par contre, il faut continuer à communiquer pour exister, mais avec qualité. Ce qu'on mange n'intéresse personne, de se voir soi-même, ça n'intéresse personne, c'est qu'est-ce qu'on propose. Et par contre, le problème des réseaux sociaux, c'est est-ce que les gens ont le sens critique pour différencier ce qui est essentiel ou pas. Et ce n'est pas celui qui est le plus populaire, qui vend le plus de disques, qui est forcément le meilleur chanteur, c'est peut-être celui qui est le plus dans le consensus. Alors c'est très agréable, mais on n'aime pas être contredit. Mais je pense que les réseaux sociaux peuvent être un moteur pour aller voir. Mais après, faut-il encore s'engager chacun. Comme j'ai dit, c'est peut-être une responsabilité de chacun de bouger, de soutenir la culture, d'aller voir la culture, de le propager, de le dire plus loin, de s'enthousiasmer au lieu de le garder pour soi, de pousser à avoir plus de culture. Il faut aller dans les ateliers, il faut aller rencontrer les artistes, il faut écouter les galeristes, il faut oser bouger, prendre des kilomètres. À Montreux, on ne sait pas ce qui se passe à Nyon, à Genève, on ne va pas à Lausanne. C'est dramatique. Une part de nombrilisme. Bernard Garot, merci beaucoup pour ce message engagé, engageant à la maison. Donc vous l'aurez compris, engagez-vous, soutenez les artistes qui sont de chez nous. Merci beaucoup Bernard Garot. Merci beaucoup. Le Ghost Festival vient en aide aux musiciens qui ne peuvent plus se produire sur scène avec ses 2 jours de concert les 27 et 28 février et quelques 1300 personnes du monde artistique réunies sur une même affiche. La programmation fait rêver, sauf que tout est fictif, sauf la billetterie. Élodie Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable presse pour la Romandie au Ghost Festival. En quelques mots, qu'est-ce que c'est le Ghost Festival ? Le Ghost Festival, c'est né d'une idée d'une association qui s'appelle le Ghost Club, des personnes actives et actives dans la musique ou simplement mélomanes qui se sont dit, tiens, si on faisait un festival de fantômes, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur une action de solidarité, donc vraiment offrir la possibilité aux gens de soutenir la scène suisse et surtout, du coup, de visibiliser aussi la situation hyper précaire des artistes en Suisse depuis le début de la pandémie. Autrement dit, une programmation qui fait rêver, des têtes d'affiche que tous les festivals vous envient. C'est vrai que la programmation est assez belle. On aurait pu encore rajouter plein de noms. C'est vrai que la programmation, elle s'est construite comme une programmation se construit, c'est-à-dire par connaissance, par conviction, par bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'on est assez fiers de cette programmation qui est belle et variée, et surtout qui est suisse, 100%. Avec aussi des groupes de toutes les régions linguistiques. Une programmation riche et belle, des affiches qui existent, des vidéos. En gros, tout y est sauf le festival en lui-même. J'imagine qu'à l'avenir, l'idée, ce serait de le rendre vivant. Oui, il y a vraiment une volonté justement de créer un festival l'année prochaine. On verra si ça se fait, on verra si c'est possible. Mais je pense qu'il y a toute une équipe qui s'est constituée et l'envie probable de faire perdurer ce projet. Pour revenir à cette édition, le but, c'est finalement aussi de redistribuer l'argent que vous allez récolter. Comment ça se passe ? Alors, toutes les recettes de la billetterie sont redistribuées en fait aux artistes directement et à parts égales. Donc, qu'on soit tête d'affiche ou groupe émergent, c'est la même chose. Et en fait, quand on a dû s'inscrire pour le festival, on inscrivait aussi tous les membres de son équipe. C'est-à-dire aussi que c'est une manière de dire, il n'y a pas que un ou une leader sur scène, il y a aussi toutes les équipes qui travaillent avec, managers, manageuses, techniciens, techniciennes, etc., etc. Donc voilà, vraiment tout est réparti à parts égales. Donc vraiment, si vous achetez un billet, ça va directement dans la poche des artistes. Ouais. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Combien de billets ont déjà été achetés ?
Alors ça, je ne peux pas vous dire le nombre exact. Par contre, ça fonctionne bien et toute l'équipe est vraiment très, très contente de l'engouement, de l'enthousiasme et du soutien de la population. J'aimerais qu'on parle de manière un peu plus personnelle parce que vous-même, vous êtes artiste. On vous connaît sous le nom de Billy Bird. Alors, la crise a mis évidemment en avant cette précarité qui était déjà existante du côté du monde artistique. En Suisse, qu'est-ce qu'il faut changer pour que les artistes aient un réel statut, selon vous ? Eh bien, créer un réel statut, en fait, au niveau administratif. Je pense qu'il faut vraiment aller vers un statut qui est beaucoup plus clair au niveau administratif, avec des aides. On a parlé du revenu inconditionnel. C'est clair que c'est une possibilité qui pourrait fonctionner. Je pense que ça aurait soulagé beaucoup d'acteurs et d'actrices culturelles. Mais là, il y a, grâce ou à cause de la pandémie, il y a tout un groupe qui s'appelle la Task Force Culture qui s'est construite justement pour parler de ces problématiques. Et il y a vraiment plein d'initiatives qui sont en train d'être construites pour pouvoir justement faire avancer le statut des artistes. De manière personnelle, est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Déjà, je ne peux pas vraiment faire mon travail. Enfin, je ne peux pas faire mon travail parce que la plus grande partie de mon travail, c'est faire des concerts. Et c'est comme ça que je gagne de l'argent pour pouvoir ensuite réinvestir cet argent pour pouvoir engager des gens pour enregistrer. C'est vrai que moi, en début 2020, j'avais commencé l'enregistrement de mon disque. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai investi beaucoup de temps sur les enregistrements. Mais voilà, c'est vrai que toutes les dates ont été annulées. Et puis, c'est pas juste en fait des dates isolées qui sont annulées. C'est toute une dynamique en fait qu'on casse. Toutes des progressions pour plein de groupes. Donc voilà. Et puis, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi émotionnel. C'est quelle place on a dans la société. Sommes-nous utiles ou pas? Sommes-nous dispensables ou pas? C'est vrai que c'est pas simple. Je trouve on est les premiers à avoir dû arrêter. On sera les derniers à recommencer, je pense. Du côté du point de vue créatif, justement, est-ce que ça vous a permis quand même de créer ou est-ce que c'était trop compliqué dû à toute l'ambiance ? C'est assez complexe. Je dirais pas que j'ai passé des journées et des nuits entières à composer seule chez moi. C'est vrai que je suis partie travailler avec un musicien en Tessin pour faire mon disque. J'ai beaucoup travaillé là-bas, en fait, à deux, parce que j'étais dans un cadre aussi avec quelqu'un, parce que je savais que le lendemain, j'allais enregistrer ce morceau. Donc, ça m'a motivée parce que, voilà, il faut des deadlines. Moi, j'ai composé beaucoup aussi en sachant que j'avais des concerts, que je pourrais les essayer. Donc, voilà, maintenant, je suis actuellement de nouveau en train de composer, mais je le fais pour d'autres. Donc, en fait, voilà, là, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que pour moi-même, ça a été une période un peu où j'aurais voulu avoir une routine de composition. J'ai eu des routines par rapport à mon travail, certaines choses, mais ça a un peu cassé le rythme et l'enthousiasme chez moi quand même. Mais je reste optimiste et là, j'ai pas mal de projets qui reprennent. Et puis, ce projet de disque, ça me réjouit beaucoup. Ouais, et on souhaite pouvoir vous écouter tout prochainement. Élodie Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est une première au Casino Théâtre de Rolle, dimanche 31 janvier à 18h. La création Les Absolus sera retransmise en direct. On en parle avec nos invités. Anne-Sophie Rohr, c'est tout. Jean-Samuel Racine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de rentrer un peu dans l'univers de cette création musicale, un mot quand même sur la mise en scène ou mise en ligne. Qu'est-ce que vous en dites ? On va garder le terme mise en scène, parce que l'idée, c'est bien de garder le concept de ce qu'on voulait faire sur scène pour un public présent. Et comme il ne peut pas être présent, on espère que la captation et la diffusion rendra l'exacte image de ce qu'on a voulu faire pour les gens. Voilà. C'est un sacré challenge, un défi. Au niveau de la musique, notamment, ça a une incidence sur votre manière de travailler. Oui, alors là, sur la musique, c'est sûr, parce qu'elle était prévue avec des diffusions au plateau pour créer des espaces sonores pour le public. Évidemment, quand ce sera streamé, on se retrouve sur un plan. Donc effectivement, ça a posé un petit problème d'adaptation, mais comme on l'a su assez tôt, on y travaille. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est qu'il faut jouer peut-être autrement, plus bas, plus fort, c'est quoi? Ouais, on va suivre en fait les choses qui marchent, comme il y a une prise de son, les choses qui marchent au plateau, qui sont diffusées en parallèle avec un comédien qui va parler lui en direct. À partir du moment où on fait une captation du comédien,
à distance avec un micro, on va prendre le son qui est diffusé dans la salle et tout le mélange est modifié. Donc pour pouvoir restituer ça, c'est moi qui vais le faire avec un ingé son qui prendra derrière pour la captation, mais je vais suivre en direct puisque je connais le spectacle, essayer de rééquilibrer les choses pour que ça corresponde à ce qu'on ressentirait dans la salle. Ouais. Anne-Sophie, qu'est-ce que ça veut dire que finalement le théâtre, on le prouve une fois de plus, il doit exister et vivre sur scène? Alors ça, on est sûr que le théâtre doit exister sur scène, on est sûr que le théâtre doit exister pour des vrais gens en face de nous. Là, on a la chance de pouvoir jouer malgré tout et d'espérer que les gens puissent en profiter chez eux. Mais oui, évidemment que le théâtre doit continuer à vivre et exister sur scène avec des vrais gens. Ouais. Pour la petite histoire, Pauline et Julie sont deux ados Juliette sont deux ados pour qui le monde est trop étriqué. Je ne sais pas si à la maison ça vous dit quelque chose, moi oui. Alors de quoi parle ce spectacle? C'est l'histoire de deux ados qui se rencontrent et qui lient une amitié très très forte, une amitié presque passionnelle on pourrait dire, et qui s'inventent tout un monde dans lequel elles arrivent à évoluer parce qu'elles se retrouvent dans des situations familiales où elles se sentent enfermées, c'est comme ça que je le ressens, et du coup en se créant un univers ensemble, en portant cette amitié vraiment très très loin, elles imaginent un monde, le 4e monde, dans lequel elles évoluent et dans lequel se passent des choses qui ne se passeraient pas forcément dans leur vraie réalité. Si comédien sur scène, on parle de réalité, d'un monde trop étriqué, forcément, on pense au Covid. On pense au Covid de toute façon aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser au Covid. On est foutus. Non, mais un monde trop étriqué, c'est surtout je pense à tous ces jeunes effectivement qui se retrouvent entravés dans leur quête d'exister en fait, et c'est ce que vivent ces deux jeunes femmes dans cette histoire, et je pense que c'est ce que vivent beaucoup de jeunes actuellement. Jean-Samuel Racine, en termes de musique, qu'est-ce que vous avez voulu en faire? Au départ, la musique est utilisée pour créer la représentation finalement de ce 4e monde. Le spectacle évolue d'ailleurs en fonction, et très peu de musique au début, avant leur rencontre, et en fait, à travers leur rencontre, elles développent leur univers, et sur scène, il est représenté par un univers musical qui va se construire petit à petit et prendre une place énorme dans le spectacle. Puis à la fin, pour se terminer uniquement musical, on va se retrouver un peu dans leur univers un peu onirique. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas trop si on est dans le rêve, on ne sait pas trop si on est dans la réalité. C'est un mélange des deux. Et à travers une partie qui est totalement musicale. Donc on pourrait presque imaginer qu'on commence ce spectacle dans un style très théâtral, et ça va glisser progressivement dans l'univers musical pour finir presque tout en musique et en chant. Voilà. Ouais, vous avez... Allez-y. Avec des comédiennes qui chantent en direct, qui jouent des personnages qui à la fin chantent en direct. Et les deux protagonistes, les deux ados, sont pratiquement dans une situation un peu de playback à travers leur double du monde qu'elles se sont créées, qui chantent en direct. Parce que vous avez l'habitude justement de travailler ensemble, est-ce qu'on peut dire que justement, vous connaissez le travail forcément de Jean-Samuel, mais est-ce que la musique est aussi un acteur? La musique a une grande partie dans ce spectacle, une grande part dans ce spectacle, et c'est la musique est vraiment une actrice ou un acteur, je ne sais pas comment on dit, principale du spectacle, et ça, je trouve, c'est une grande réussite. En termes de mise en scène, quel était le challenge pour ce spectacle? Je vais parler de Sophie, tu vois. C'est ça, si Sophie était là. Si Sophie était là. Alors, le challenge, en tout cas, c'est d'arriver en dirigeant, je pense, les comédiens qui sont adultes, à leur redonner encore cette identité adolescente, sans que ce soit trop caricatural. Et ce qu'arrive très bien à faire Laure Aubert, c'est assez magnifique, et Sylvie Pouron, qui sont métamorphosées chaque fois qu'elles sortent de scène. Je suis assez surpris, elles me parlent, et je pensais avoir affaire à un enfant, mais en fait, non, c'est vrai. Voilà. Anne-Sophie, comment est-ce que vous faites? Alors moi je ne suis pas du tout... Vous n'êtes pas l'enfant? Non, je ne suis pas l'enfant. Je suis le double de Juliette. Je suis la voix du monde onirique de Juliette. Donc moi je suis la voix chantée en fait de Juliette. Donc j'ai pas abordé ce travail de l'adolescence à proprement parler. Et puis les autres personnages que j'incarne sont des adultes. Donc j'ai pas... Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement, et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu besoin en fait de demander de jouer l'enfant, l'adolescent. Enfin, ça s'est fait vraiment très très naturellement, et ça fonctionne. Et j'ai la sensation qu'on ne se pose même pas la question en fait, que c'est deux adultes qui jouent ces deux jeunes. Dans la direction aussi qu'a amené Sophie dans la mise en scène, elle s'est énormément plongée dans l'univers adolescent avant de préparer ce spectacle, et
je crois qu'elle a trouvé quand même pas mal de clés pour guider, pour qu'on soit vraiment dans quelque chose d'assez réel, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir 2 ados qui grandissent et qui évoluent sur le plateau. Ouais. C'est assez réussi. À la maison, j'espère qu'on vous aura donné quelques clés pour assister à ce spectacle, Les Absolus, le dimanche. En un mot, comment est-ce qu'on se connecte ? Comment est-ce qu'on se connecte ? Alors, il faut aller, c'est assez facile, il faut aller sur le site du théâtre, du Casino Théâtre de Rôle, c'est www.theatre-role.ch. Et là, je crois qu'il y a une page qui s'ouvre, c'est la première qui s'ouvre avec un gros triangle qui ressemble à un play. À mon avis, on appuie dessus et les choses se font toutes seules. Un peu comme quand on veut regarder une conférence de presse en ce moment. Le mercredi. Voilà, c'est beaucoup moins fun. Non. On reste au théâtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne-Sophie, Jean-Samuel. Merci beaucoup. À bientôt. C'est tout pour la culture. On se retrouve très vite, vous le savez, pour plus de culture et plus d'aventure.